Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève du document. Et aujourd'hui, on est en présence de Zef et Rameau. Bonjour à vous. Bonjour. Et comme d'hab, Alexandre finalement. Bonjour. Moi je pêche. Toi tu pêches. Oui, parce qu'on est dans la pêche finalement. Aujourd'hui on est dans la pêche. On est là pour parler du film Léviathan. Et on vous a invité parce que vous aviez fait donc une vidéo remarquable de 3 heures qui s'appelle l'iceberg des jeux de pêche. C'est vrai. Et dans cette vidéo apparaissaient à plusieurs reprises des images du film Léviathan de Lucien Castien-Taylor et Verena Paravel. Et vu que vous aviez quand même beaucoup réfléchi à la pêche, on s'était dit que ça serait une très bonne occasion pour parler tous ensemble de cette expérience qu'est Léviathan. Et nous, l'invitation nous a beaucoup amusés. On s'est dit, après avoir souffert 8 mois à réfléchir au jeu de pêche, pourquoi ne pas souffrir 1 heure de plus à réfléchir à nouveau à la pêche? On va débriefer. On est ravis de prolonger votre souffrance. Voilà. Et on a fait le choix de le faire autour d'une bonne vieille expérience de Fishing Planet, à pêcher tous ensemble au bord d'un étang numérique des poissons. Il y avait plusieurs options de jeux de pêche réseau social. Mais Fishing Planet, c'est une expérience qui est quand même assez particulière. Dans le sens où déjà toutes les 30 secondes, le jeu te dit que tu vas acheter un kayak à 14,79. Mais en dehors de ça, tu peux aussi parler avec tes amis et avec des gens que tu connais pas. Et enfin, à la fin, tu peux pêcher. D'ailleurs, vous êtes complètement le même personnage. Oui, Alex, on a enfin fusionné. vraiment... On a fusionné. Mais les trois, parce que Alex a la même DA que vous, un peu finalement. Oui, c'est très drôle à limité. Ah, regarder. mais tu as des bots? Est-ce que j'ai des bots? Mais c'est parce que dans la pêche, l'ego et l'identité n'existent plus. Oui. Tu ne deviens que le réceptacle pour apprécier un instant. Tu fais corps avec le monde. Devenir pêche. Mais ce qui est d'ailleurs le thème principal de Léviathan, pour moi. Mais alors, j'ai écrit une petite intro, donc je vais commencer par ça, puis après on pourra parler du film en toute liberté. Alors que nous sommes ici au bord d'un étang, à jeter nos appâts au bout d'une ligne, nous nous sentons sereins. Il fait chaud, humide, les moustiques piquent, nos pantacours collent à nos cuisses et nos manettes au bout des doigts. Pourtant, cette sérénité n'est qu'un apparat, car au fond de l'eau se cache une créature monstrueuse. À chaque fois que l'on lance la ligne, nous prenons le risque de remonter une chose indescriptible. Le Léviathan est partout et ne ressemble à rien. Tantôt crocodile dans la Bible, tantôt baleine chez Herman Melville, tantôt concept de philosophie politique de droite chez Hobbes, tantôt dragon des mers qui nous avale dans Final Fantasy IV. Et oh mon Dieu, ne viendrais-je pas là de citer un jeu vidéo aux côtés d'œuvres majeures de la culture dominante européenne? Pour ceux que cela choque encore, posez-vous la question. Qui est le plus méritant entre celui qui lit Thomas Hobbes et celui qui termine Final Fantasy II sur NES? Un pont que nous dressons, inspiré par l'élasticité de Jean-Claude Van Damme, qui en son temps a su relier avec, si ce n'est du talent, beaucoup d'enthousiasme, le cinéma, les jeux vidéo, la philosophie de comptoir et la cocaïne, en somme une nouvelle école freudienne à lui tout seul. Ce pont, nous l'assumons mais pas seul, car nous accueillons aujourd'hui Zef et Rameau. Dans votre iceberg des jeux de pêche, vous explorez les différents imaginaires et représentations de cette pratique, et notamment l'image méliorative qu'elle a gagnée grâce aux jeux vidéo. Elle y est la plupart du temps, quand elle n'est pas un sport, un espace de détente, de pause, dans la nature, au bord de l'eau, avec son chien. Vous vous demandez comment cela se fait qu'une activité dont le climax consiste à bousiller des êtres vivants soit si populaire dans sa version numérique, et si aussi il n'en existerait pas d'autres représentations plus proches de la réalité, mais aussi plus ésotériques. Donc dans votre travail, comme je l'ai dit, vous utilisez les images du film Léviathan, parmi d'autres images comme celle de Godzilla de Roland Emmerich, de Tsuribaka Nishi, une comédie de pêche japonaise en 20 épisodes, et on se demandait comment ça se fait que vous étiez arrivé à utiliser Léviathan et qu'est-ce qui représentait pour vous comme vision de la pêche au milieu de toutes les autres qui existent? Alors, je vais me permettre de répondre. Donc ici, Rameau, pendant la préparation de cette vidéo, je me suis fait un petit programme où je regardais régulièrement des films plus ou moins liés à la pêche. C'était un peu la phase d'exploration pour voir, ok, on s'intéresse à ce que les jeux vidéo racontent de la pêche, est-ce que c'est différent de ce que les autres formats artistiques en ont raconté avant? Et du coup, Léviathan était assez difficile à éviter, quoi. Il était, dans ces dernières années, je pense, l'un des plus intéressants sur le sujet. Et je l'ai maté avec ma coloc à l'époque, on en est ressorti vraiment bousillé. Je ne pouvais pas ne pas l'utiliser, surtout qu'il y a des images vraiment
très graphique et presque abstraite dans ce film, qui, pour notre iceberg, qui lui était une espèce de plongée vers les aspects à la fois les plus monstrueux, les plus métaphysiques, les plus abstraits de la pêche, c'était une très bonne image conclusive, quoi. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs images qui nous intéressaient, c'est pour ça qu'on le cite plusieurs fois. Il n'y a que 2 films, je crois, qui apparaissent 2 fois. Il y a celui-là et The Company of Strangers. Parce que, il montre des choses très variées de ce que peut être la pêche, et des choses qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Au point de départ de l'écriture de notre iceberg des jeux de pêche, il y avait une intuition que j'avais eue en allant à la pêche moi-même. C'est ce que je raconte au début de la vidéo, où en gros je suis allé pêcher dans une pisciculture pas loin de chez mes parents, avec l'une de mes meilleures amies. Et il a fallu pêcher le poisson, donc j'étais content de pêcher, j'étais dans mon rêve. Et ensuite, il a fallu remonter le poisson et le tuer. Et donc j'ai tué le poisson, et j'ai vu le poisson mort, et ça m'a fait des choses. Et plus tard, j'ai découvert un jeu qui s'appelle How Fish is Made, qui est une sorte de préquel, ou on va dire de démo, pas vraiment une démo, mais un espèce d'add-on payant, non, d'add-on gratuit à un jeu qui allait sortir plus tard et qui allait être payant, dans lequel on joue un poisson qui suffoque dans des canalisations et qui est dans un espèce de boyau de fer, de métal, de rouille et d'autres poissons qui sont en train de suffoquer, etc. C'est un espèce de petit conte philosophique un peu lugubre. Et en faisant ce jeu, ça m'a foutu une angoisse monstrueuse. J'ai repensé au poisson et je me suis dit, quel est le rapport entre la mort de ce poisson et ma propre finitude ? Et donc en partant de là, on a eu une espèce de développement sur qu'est-ce que la pêche finalement, quel est notre rapport à la mer, quel est notre rapport au poisson, quelle est notre place là-dedans. Et pour le coup, moi j'ai pris le temps de regarder Léviathan seulement hier. Et j'ai trouvé assez marrant le fait effectivement que... on va développer le sujet du film, je pense, mais que ça se recoupe pas mal avec des éléments de la vidéo. Marrant est pas le terme que j'aurais utilisé en premier concernant Léviathan, mais ouais, je comprends. Cocasse. Je vais peut-être du coup me introduire un peu le film pour qu'on puisse commencer à faire ces liens entre vos réflexions, la vidéo et ce que nous on a remarqué. Donc Léviathan, c'est un documentaire qui est réalisé par 2 réalisateuristes qui sont Lucien Castin-Taylor et Verena Paravel, qui sont artistes mais aussi anthropologues issus du Sensory Ethnography Lab de Harvard. Donc c'est un laboratoire qui promeut des liens et des combinaisons entre esthétique et anthropologie, peut-on lire sur leur site internet. Et Léviathan, donc, c'est un documentaire qui est dans un chalutier et au moyen d'une douzaine de caméras GoPro, les réalisateuristes captent tout, c'est-à-dire le ciel, la mer, les mouvements du bateau, le travail des pêcheurs, les bruits, vraiment tout ce qui se passe. Et donc c'est un film documentaire qui ne fait pas uniquement que filmer le bateau, il filme vraiment avec le bateau, donc au plus près de lui, pour capter son milieu et son environnement. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un film on s'est dit ça avec Alex, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. En tout cas, c'est pas des formats de films qu'on est habitué à regarder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de figure humaine, il n'y a pas de paroles audibles, on est un peu plongé dans ce bateau sans avoir de point d'accroche et de repère, et c'est donc une expérience de cinéma qui peut être très dérangeante pour certaines personnes. Et on voulait un petit peu commencer par ça. Comment vous avez ressenti ce début de film ? Est-ce que vous avez senti un moment où vous avez commencé à adhérer au dispositif ? Ou pas d'ailleurs, c'est aussi possible qu'on n'adhère pas du tout au film tout au long du film. Perso, je suis assez client de documentaires dont le format comme ça n'est pas narratif et qui sont muets et qui prennent position autrement que par des mots. Il y a quand même des mots au début de Léviathan et qui sont le prolongement de son titre, mais le reste du temps, quand les pêcheurs parlent, on comprend pas ce qu'ils disent, et les poissons et les oiseaux n'ont pas le loisir de parler. Donc on est vraiment dans d'autres manières de commenter les images et de prendre position dessus. Et j'ai trouvé que le film le faisait de manière vraiment intéressante, et que ça nous permettait de sortir un peu du regard humain, même s'il y a des passages très humains, et que la promesse anthropologique du film n'est pas mensongère. On sort du point de vue humain parce que justement ces GoPro, elles sont attachées tantôt aux humains, tantôt à des éléments mécaniques, tantôt elles sont parmi les poissons.
Et on a l'impression juste d'être une espèce de point de vue très matériel qui est baladé en même temps que les poissons, en même temps que les humains dans cette espèce de cauchemar. Et on est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer, quoi, qui juste subit les images et de manière impuissante. Au moins dans la première moitié du film, ouais. Après, il y a une espèce d'éloignement qui se fait petit à petit de la caméra, où vers la fin, on a donc un plan qui est plutôt, un plan qui est presque zénithal en fait, où on voit le bateau vraiment du dessus. Et puis ensuite, le film se termine sur d'autres dispositifs, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que le début, pour ma part, m'a fait très forte impression parce que il est terrifiant déjà, donc il prend aux tripes. Et des tripes, c'est ce qu'on va voir pendant tout le film parce que les pêcheurs vont passer leur temps, parce que c'est leur métier, à étriper des poissons de façon systématique, à tel point qu'on va se retrouver avec eux couverts de viscères dans une espèce de danse macabre où ils vont se retrouver à décapiter des poissons à la chaîne. Et oui, on se retrouve pris avec eux, presque en eux, parce que vraiment les caméras sont au plus près du corps, quoi. Et en tout cas, je trouve que le dispositif était très efficace. Et je le trouve d'autant plus efficace que, ouais, il a des variations à certains moments. En tout cas, tout le début m'a vraiment troublé parce que c'est vraiment 15 minutes. Déjà, les 10 premières minutes, c'est quasiment dans le noir complet avec ces deux pêcheurs qui essaient de ramener les gigantesques chaînes du chalut dans le bon axe pour pouvoir remonter le filet. Et quand le filet remonte, il est plein de poissons. Et en fait, ce qu'on voit, c'est juste une espèce d'énorme masse, telle Légion dans la Bible, quoi. Une grosse masse organique. Et tous les poissons sont un. Et ça fait une espèce de créature aux 1000 yeux et aux 1000 branchies qui est terrifiante. Mais finalement, pendant tout le film, on ne sait plus où s'arrête la chair, où commence le métal. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. J'ai une autre remarque encore sur le format et le fait que le film n'ait pas de structure narrative. Je trouve qu'en documentaire comme en fiction, quand on essaye de trouver une structure aux événements et aux images, c'est pour essayer de donner du sens à la réalité et pour essayer de la lire. Et le film n'essaye pas du tout de faire ça, il n'essaye pas du tout de trouver du sens, au contraire. Et il n'essaye jamais de compenser ce qui, dans la réalité, rend très difficile d'en faire un film. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, le plan est tout noir. Si on n'entend rien à ce que disent les gens, c'est pas grave, on est juste en compagnie d'aliens. Et ouais, au contraire, le sujet du film est cette espèce d'illisibilité du réel, le fait que le réel n'a pas vraiment de sens. Il s'en saisit pleinement au lieu d'essayer de le compenser. Et c'est ça qui m'a intéressé, perso. Moi, je suis déjà assez content parce que ça correspond pas mal à ce qu'on a discuté avec Ludy, donc on a à peu près, je pense, le même ressenti et les mêmes conclusions sur ce film. Moi, je pourrais peut-être parler de ce truc d'ethnographique, parce que c'est le Sensory Ethnographic Lab qui l'a produit. Et donc oui, il y a vraiment cette idée, moi j'ai l'impression de nous plonger dans un milieu et de nous rendre compte de l'expérience de ce que c'est d'un pêcheur. Et être un pêcheur, bah, c'est être mouillé, c'est justement être, comme vous dites, ne pas entendre ses collègues, c'est être dans le noir, puis être dans le jour, avoir chaud, avoir froid, être couvert de sang. Et je pense que c'est vraiment au cœur de leur pratique. Comme eux, ils sont allés 6 fois 2 semaines sur le bateau avec eux, travailler. Ils disaient, on a travaillé avec eux, on leur a fait à manger, on s'est drogué avec eux parce que les conditions de vie sur le bateau sont si dures que il y a beaucoup de consommation de drogue et en bon ethnographe, ils s'y sont donnés aussi. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve un peu, je sais pas si vous avez vu les autres films qu'ils ont fait, mais notamment De Humanis Corporis Fabrica, qui est à l'hôpital, et vraiment aussi, il y a cette plongée dans le milieu de l'hôpital et on n'en sort jamais. On plonge même dans le corps. On plonge même dans le corps la humain. Caméra, elle va dans des corps exact, ouais. humains. Et en fait, leur laboratoire, leur devise, c'est montrer avec des caméras ce qu'on peut pas écrire avec des mots. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée c'est pas l'absence du figuratif parce que ça montre quand même beaucoup de choses. On comprend à peu près toujours ce qu'on voit, si on est dans l'eau, si on est dans le bateau. Mais même il y a vraiment cette idée, je pense, d'aller au-delà de la représentation. Comment dire qu'être sur le bateau, ça peut pas juste se passer par on filme le bateau d'un point de vue extérieur. Il faut chercher quelque chose au-delà de l'image et des sons et amener le cinéma plus loin que cet aspect représentatif.
Oui, moi j'ai l'impression que ça rejoint quelque chose qu'on a développé dans d'autres épisodes d'ailleurs, souvent qui est cette idée de montrer le réel, enfin pas seulement le réel, mais le réel tel qu'il est perçu. Et du coup de pas juste montrer le bateau, parce que sinon on aurait pu aussi ne pas prendre des GoPros, filmer des images très lisses, très stables, et là d'avoir vraiment ce truc, ben, comme vous dites, de faire corps avec le bateau, mais ça passe aussi par, je sais pas si je dirais qu'il n'y a pas de narration ou pas de structure, parce que je pense qu'il y en a, mais pas conventionnelle, et c'est pas un récit effectivement avec des personnages, mais par exemple il y a tout un travail sur la temporalité ou l'absence de temporalité qui est fait. Les journées ne sont pas rythmées. En fait, on voit même pas de journée d'ailleurs. On voit pas quand ça commence, quand ça se termine, et c'est juste un long moment bateau, avec des moments où il fait nuit, et tout d'un coup des moments où il fait jour. Et ça, c'est des choix qui ont été faits pour créer cette espèce de perception de temps infini, peut-être même sur ce bateau, ou en tout cas de pas le même rapport au temps que quand on n'est pas dessus. Un truc que j'ai beaucoup apprécié là-dedans, c'est le travail du film sur son point de vue. Comment il arrive à trouver son et ses points de vue même. Et à avoir quelque chose qui du coup il ne montre pas du tout la réalité, il prétend pas du tout montrer quelque chose d'absolu, un point de vue qui soit neutre. Il montre plein de points de vue subjectifs qui sont toujours très déformés. On voit et on sent l'optique, quoi. L'optique elle est toujours couverte d'humidité, elle est toujours floue, débulée, avec des énormes flares. D'ailleurs, on s'est dit que les GoPros, c'est des fisheye aussi. Oui, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure pour décrire le film en off. Ouais. Et ça permet aussi, du coup, sur l'aspect ethnographique et social, d'avoir à la fois un film qui montre l'horreur de l'activité de pêche. On voit des gens en train de massacrer des milliers et des milliers d'êtres vivants en boucle, sans jamais avoir un regard accusateur sur eux. Jamais on va se dire ces pêcheurs sont des monstres. Juste on se dit mais qui est le monstre qui a mis ces pêcheurs et ces poissons ici dans cette galère. Vraiment le travail sur le point de vue est admirable parce qu'il nous permet d'être désolé pour absolument tout le monde dans cette affaire. Il y a une séquence que je trouve particulièrement marquante, c'est une séquence où on s'éloigne des poissons et des humains pour s'intéresser à un oiseau qui vient se poser sur le bateau. Et on ne sait pas ce qu'il a, s'il a un pied beau, s'il s'est vautré ou quoi, mais il n'arrive pas à marcher correctement. Et il aimerait bien aller à un autre endroit du bateau, alors j'imagine que c'est pour piquer du poisson ou je sais pas. Mais il n'y arrive pas, et comme c'est un oiseau, il n'a pas de bras ce con. Et donc il choisit d'essayer de grimper là où il veut aller avec son cou. Et donc rien ne marche, et le pauvre devient pris au piège du bateau dans lequel il était venu essayer de trouver à manger, jusqu'au moment où il va juste se laisser glisser jusqu'à une des fentes qui permettent à l'eau de s'évacuer. Il disparaît dans le noir, et on sait qu'on ne le reverra plus jamais. On a passé 10 minutes à voir des poissons se faire déchiqueter dans l'horreur, et ensuite on voit juste cet oiseau à qui il n'arrive rien d'autre que juste... il peut pas bouffer, il peut juste s'échapper et repartir d'où il est venu. Et on ressent la même horreur et la même sensation d'impuissance, quoi. Ouais, et moi, la question du point de vue, c'était justement une question que je voulais vous poser, parce que dans l'iceberg des jeux de pêche, vous parlez justement en jeu vidéo, la différence entre quand on est du point de vue du pêcheur, du point de vue de l'hameçon, du point de vue du poisson, et qu'il y a toujours cette mise en scène-là qui va vachement jouer sur notre perception de la pêche. Et oui, et le film, je trouve justement, il est hyper intéressant sur ce point de vue-là. Moi, j'aurais un peu des notes après sur lequel vraiment il adopte, j'ai quelques théories. Mais eux, ils disaient, dans une interview qu'ils ont donnée à Screen Anarchy, que c'était très important pour eux que le point de vue soit pas entièrement mécaniste, que ça soit pas un truc désincarné, et qu'ils ont fait très attention à toujours se rattacher au corps humain. Et notamment, il y a beaucoup de scènes que, même moi, la première fois que je l'ai vu, c'est des scènes dans l'eau, on a l'impression que la caméra est attachée à un filet au bateau. Oui. Et en fait, elle est attachée à un poteau que eux tiennent à la main. Et c'était très important pour eux de garder cet aspect, non, c'est nous qui tenons la caméra, et c'est eux qui décident quand il la faut rentrer dans l'eau et quand ils la font sortir, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a cette impression-là, et je pense qu'on est beaucoup à la voir de désincarnation, alors que non, c'est toujours un être humain qui tient. Je trouve qu'au contraire, elle est très incarnée, cette caméra. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression que c'est... Et d'ailleurs, moi, je suis un peu tombée dans cet écueil, une espèce de confusion qu'on va faire entre immerger et invisibiliser. Et en fait, là, en essayant de s'immerger dans le bateau, au contraire, il survisibilise la caméra. Comme tu l'as dit, on voit très bien tous les mouvements, on la voit être tachée, on la voit exister. Alors qu'invisibiliser, ça aurait plutôt, si elle avait été statique, en fait.
Et que là, au contraire, on la rattache tout le temps à quelque chose qui la porte, qui la bouge, qui la tient. Et d'ailleurs, sur la question de comment on place la caméra et est-ce qu'elle montre la réalité de manière plus ou moins subjective, ce qu'on attendrait d'un documentaire, disons, classique sur la pêche, c'est qu'il nous apporte aussi des informations et des points de vue sur les autres aspects de la pêche, c'est-à-dire la commercialisation, la consommation, les intérêts économiques, comment ça fait vivre les villages et les régions, etc., qui sont les gens qui l'achètent. Et là, on ne voit pas du tout tout ça, on n'a aucune information économique, on n'a aucun point de vue sur, disons, pourquoi cette pêche existe. On n'a pas du tout de truc surplombant et pas du tout une tentative de décrire l'entièreté du phénomène de la pêche. On a vraiment juste quelque chose de très organique, très situé. Oui, j'ai l'impression que ce qu'on peut faire devant le film, en fait, c'est regarder et écouter. Et en fait, c'est ça qu'il nous offre et c'est ça qu'on fait. On observe ce qu'on voit. Ouais, le travail du son m'a particulièrement marqué. Je l'ai trouvé très fort. Il y a des moments où presque ça... comment dire, les bruits des cordes, des chaînes, etc., ça fait des espèces de vagissements, des espèces de hurlements. Et le bateau, à ce moment-là, devient vraiment une espèce de créature qui avale les hommes et les poissons, et qui elle-même va sur une mer noire et sans fin, et on se dit, sous l'eau, quelque chose va surgir et attraper cette créature, et la petite bête va être mangée par la grosse, et c'est sans fin. Donc oui, il y a vraiment ce truc du point de vue qui change sans cesse. Et le travail du son, je trouve, y est pour beaucoup. Et c'est le son des GoPro d'ailleurs. Ouais. Bah, ça se sent, il y a un espèce de filtre sur les voix des pêcheurs, comme on le disait au début, on entend super mal. Et pour le coup, c'est marrant parce que les bruits des chaînes et les bruits des cordes rendent le bateau vivant. Et l'espèce de mauvaise qualité du son sur le traitement des voix fait que ces voix deviennent presque mécaniques, comme si elles étaient très très loin dans une radio, on ne sait pas. Et du coup, il y a une interversion de la chair et de l'outil qui participe à nous perdre, à nous provoquer des sensations déroutantes, qui sont celles que je pense les pêcheurs doivent ressentir en bossant, parce que comme ils sont complètement dans le flot de leur travail, peut-être qu'ils sont absents d'eux-mêmes. Et je me demande ce que devaient ressentir les réalisateurs, le réalisateur, la réalisatrice, quand ils sont montés sur ce bateau à plusieurs reprises. Sachant que les voix des pêcheurs sont inaudibles, et les seules voix au contraire qu'on entend parfaitement, c'est celles qui sont très lointaines, c'est celles qui arrivent de la radio et de la télé. Ouais. Comme si vraiment il y avait sur la Terre la civilisation qui a le droit de parler, et ici c'est des personnes qui sont privées de voix et Absolument. et d'humanité, quoi, parce qu'elles sont plongées dans cette espèce d'enfer où tu peux plus rien percevoir, tu vois rien, tu entends rien, t'es juste plongé en permanence dans le chaos. En plus, ils regardent une émission de pêche à la télé. Oui, c'est l'impression que j'avais. Je comprenais pas tous les mots, mais je me suis dit, attends, mais il est en train de regarder une émission sur RMC Découverte, là, qu'est-ce qui se passe? Et ça avait l'air d'être une émission de pêche, ouais. Ça ressemblait vraiment au truc genre les chercheurs d'or dans le Klondike, sauf que là c'était Pipo et Mario sont dans un bateau. Et le fait que le mec soit aliéné au point où quand il est dans la salle de pause, il regarde des émissions sur la pêche, et ensuite le petit moment où il y a les pubs ensuite qui parlent de pareil, enfin je sais plus, il y a un truc sur les maux d'estomac ou un truc comme ça, enfin tout parle de la chair et du bateau et de la pêche, et tu n'en sortiras jamais, quoi. Même quand tu regardes la télé, tu ne peux pas sortir de ce monde. J'ai trouvé ça très fort. Les seules représentations qu'on voit de quelque chose qui soit extérieur à ce bateau, c'est soit l'émission de pêche, soit genre le tatouage de sirène glamour sur le bras du mec, et c'est que des représentations qui visent à rendre un peu plus agréable, appréciable la réalité de la pêche, et qui sont en décalage complet par rapport à cette réalité-là. Bon, moi, ce que je trouve hilarant, c'est quand même, il s'est tatoué du coup un humain poisson sur le bras, Oui, quand même. oui, c'est très fort.
c'est quand même le devenir poisson, quoi. Mais moi, j'ai un peu la même interprétation, mais je pense peut-être avec d'autres mots légèrement différentes par rapport aux voix et au bruit. Pour moi, ça va vraiment dans ce dispositif aussi de montrer l'environnement bateau, et où en fait les humains ne sont plus des humains, mais sont comme un tout qui compose cet environnement. Et du coup, leur voix devient du bruit, comme le reste des sons en fait qu'on entend sur le bateau. Et ça vient un peu capter ça. En tout cas, moi, je le recevais aussi comme ça. Oui, ça fait sens. Pour moi, il y a vraiment ce truc du Léviathan. Je posais la question de pourquoi le Léviathan. Le titre qui est là, qui annonce quand même quelque chose avec... en plus, quand on regarde l'affiche, c'est une écriture gothique, très, on dirait presque un groupe de métal, qui pose quelque chose et qu'on retrouve pas immédiatement dans le film. Il n'y a pas du tout d'aspect... il n'y a pas de scénario fantastique et tout. Effectivement, c'est très... Alors qu'il y a un autre film de fiction Léviathan avec un truc plus fantastique, non Peut-être, oui. Mais après, effectivement, c'est dans les interprétations qu'on peut avoir, c'est dans les images. Et moi, je me suis demandé qu'est-ce que c'est ce Léviathan. Et au début, donc il y a trois, je sais pas comment on dit pour la Bible, des versets, versets du livre de Job qui sont écrits. Et c'est marrant, ils ont enlevé il y en a un quatrième après qu'ils ont enlevé, et c'est il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux. Et dans les 3 versets qu'il y a au-dessus, il n'y a pas la notion d'animaux. Donc le Léviathan, c'est vraiment une créature qui n'a pas de forme, comme on le retrouve un peu dans la culture populaire. Comme je disais, il est à la fois dans le livre de Thomas Hobbes. J'ai vu qu'Israël avait fait une plateforme gazière qui s'appelle le Léviathan. Oh putain, sur super. la page Wikipédia. Il y a plein de trucs un peu comme ça où ils disent que c'est le serpent monde de la mythologie nordique, c'est aussi inspiré du Léviathan. Donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de forme. Et moi je me suis demandé en fait c'est quoi le Léviathan dans le film. Et mon interprétation c'est que le Léviathan c'est ni le bateau, ni la pêche, ni ce qui pourrait se cacher sous l'eau, c'est une espèce de tout. Le Léviathan c'est le bateau au contact des hommes, au contact des poissons. Et ces 3 êtres, on va dire, forment un tout qui serait donc le Léviathan. Et je me suis dit, en fait, il y a vraiment le truc de... Est-ce qu'un pêcheur est toujours un être humain ? Parce qu'un pêcheur, en fait, c'est un être humain qui est au contact de la pêche. Et il est comme ça, toujours dans un devenir, dans quelque chose. Et comme un poisson, est-ce qu'un poisson pêché, c'est toujours un poisson ? Il y a une espèce aussi de transformation continue comme ça de la nature des choses. Je sais pas si vraiment c'est le terme nature, mais et pour moi c'est ça le Léviathan, cette espèce de devenir pêcheur, bateau de pêche. Mais il faut que tout soit en interaction. Et il y a un plan comme ça qui me rappelle ça. C'est on est à l'extérieur du bateau et il y a justement ces trous qui font sortir l'eau et c'est du sang qui en sort en continu, de l'eau et du sang. Et ça c'est vraiment une image qui est vraiment terrible, démoniaque, vraiment qui convoque des trucs très, très sombres. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ma théorie. Mais... c'est vrai qu'à partir du moment où les poissons sont pêchés pour être mangés, ils ne sont plus du poisson, enfin des poissons, ils sont du poisson. Et en fait, ils ne sont même plus du poisson. Donc ça parle de... on les compte, mais vers on peut plus les compter. Ils deviennent une donnée. Et en fait, la finalité, c'est qu'ils ne sont pas des poissons, mais ils sont de la chair, quoi. Ils sont quelque chose qu'il va falloir consommer, qu'il va falloir trier, dont il va falloir couper des parties. Il y a toute une séquence où ils sont en train de faire le tri dans... ça doit être des raies, je pense. Et du coup, ils découpent les parties qui ne seront pas consommables et ils les rejettent à la mer immédiatement. Donc oui, il n'est plus question de parler de poisson, mais il est question de parler de chair, quoi. Elle est horrible cette séquence. C'est le décapitage de rêve. La machette directement sur le bateau, c'est terrible. Pour répondre à la question sur le Léviathan, pour moi, l'un des intérêts principaux de cette image, c'est qu'elle est très floue, justement. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est tantôt une créature, tantôt une espèce d'événement apocalyptique et de catastrophe. Et ce flou, il correspond à peu près à ce qu'on voit dans le film, où, comme tu le disais, Ludy, il y a une espèce de continuité qui se crée entre les humains qui sont sur le bateau, entre le bateau lui-même, l'activité du bateau, les poissons autour, et tout se mélange un peu dans cette espèce d'instant terrible. Et du point de vue des poissons, je pense qu'ils sont dans cette eau. Le passage du bateau, c'est pas une créature, le bateau, c'est un instant apocalyptique, quoi. Et ça brouille la frontière à la fois entre ce qu'est un personnage, une créature, ce qu'est une espèce et toute son organisation pour en arriver jusque-là, ce qu'est un instant, surtout quand c'est l'instant final. Et je trouve intéressant que le film nous donne une espèce de brouhaha et nous le décrive
sous ce nom de brouhaha, justement, où on va essayer de trouver des repères en se disant qu'est-ce que ça pourrait être le Léviathan. Je pense que le fait qu'on ait du mal à répondre à la question est justement l'intérêt et la raison pour laquelle ça a été mis là. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai pas beaucoup réfléchi au titre ni à sa symbolique. C'est une vraie question que je viens de me formuler dans la tête, mais où je me demande à quel point le fait de passer par cette espèce de mythologie et de créer cet espace, est-ce que ça peut effacer un peu les aspects très concrets de ce qui est en train de se passer sur ce bateau, qui sont quand même, enfin, entre autres deux, mais qui est donc la pêche quand même en masse, et du coup le massacre d'animaux non humains, et l'exploitation d'humains qui travaillent dans des conditions ultra horribles et compliquées, et à quel point du coup le fait de recevoir ces plans comme apocalyptiques, ça vient peut-être occulter le fait qu'en fait c'est très réel, c'est très concret. Ouais, bah, je pense qu'il y a vraiment une tangente qui est créée entre effectivement ce truc qui est hyper matériel, hyper concret et comme c'est le Léviathan qui est effectivement ce truc qui est très immatériel finalement. Oui, il y a vraiment une idée pour moi de l'enfer sur Terre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, je pense que le film est pas particulièrement militant. Je pense pas que ce soit un film anti-pêche. D'ailleurs, Verena Paravel, dans une interview, dit qu'elle mangeait plus de poissons après être allée sur le bateau qu'avant. Donc moi, je pense qu'on peut saisir au vol des trucs dans le film, qu'on peut faire rentrer dans des logiciels militants ou dans des conceptions justement contre la pêche et tout ça. Mais je pense pas que ça soit l'objectif concret du film. En tout cas, ils veulent pas dire ce que c'est. Pourquoi ils ont fait le film, ils veulent pas le dire. Quand on leur pose la question, ils répondent pas. Et ils ont pas de trajectoire comme ça politique ou quoi. Ce qu'on disait, c'est que c'est quand même un film qui est sur l'aliénation des travailleurs, et comme tu je sais plus qui le disait au début, mais que on n'accuse pas ces gens, on les plaint, qu'ils sont rentrés dans une machine infernale. On se dit mais comment on a pu amener des êtres humains à bousiller des êtres vivants en continu jour après jour. Et je pense que le film est vraiment là-dessus. Ouais. Ça me fait réfléchir à une des limites de la représentation artistique et de ses effets, les effets qu'elle peut avoir sur nous et sur nos vies. C'est le fait que montrer de manière aussi crue quelque chose d'aussi violent, ça pourrait avoir un effet de justement nous faire prendre conscience de quelque chose, et là ça a presque l'effet inverse de nous désensibiliser, justement, où on savait que c'était horrible, et maintenant on a vu que c'était tellement horrible que finalement plus rien n'a d'importance, quoi. Ce qui est peut-être c'est la seule explication que je vois au fait que la réalisatrice aurait pu manger davantage de poissons après avoir fait ce film. C'est une désensibilisation qui pour moi pose question. C'est ce que je me demandais un peu, ou je l'ai un peu pas forcément formulé comme ça, mais à quel point le recours à cette référence mythologique, ça vient distancier ce qu'on voit, parce que ça l'ancre dans un mythe, ou à quel point ça peut nous permettre de le recevoir comme quelque chose de cruel et violent, et peut-être même un peu des deux, mais c'est vrai que le fait qu'elle ait voulu manger plus de poissons... Après, elle a dit ça comme ça dans un Q&A. C'est quand même marrant. Non, mais on lui fait un procès maintenant. Ça dépolitise pas mal les images, le fait de les présenter comme mythologiques. Et ça en change un peu l'ampleur dans la mesure où là on filme un chalutier parmi les millions de chalutiers qui existent, et la réalité concrète de 3 types et quelques milliers de poissons. Mais le titre lui donne une portée mondiale et même au-delà, quoi, une portée métaphysique. Et du coup, ça le rend moins politique, mais moins social. C'est intéressant cette histoire de titre, parce que je ne pouvais pas ne pas penser au bateau-usine de Takiji Kobayashi en regardant Léviathan. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un roman prolétarien japonais de la fin des années 20, dans lequel on décrit la vie à bord d'un bateau-usine, qui est donc un gigantesque bateau qui part à la pêche au crabe dans la mer du nord du Japon. Et le bateau, les travailleurs sur le bateau pêchent le crabe, et ensuite le bateau contient une usine donc, qui permet de faire cuire et mettre mettre en boîte le crabe, quoi. Et donc c'est un roman qui a beaucoup marché malgré la censure à l'époque. L'auteur a fini par être assassiné par la police politique. Et le bouquin est ressorti plusieurs fois dans les années 60, notamment pendant les révoltes de 68. Puis au début des années 2000, c'était en 2007-2008, le gigantesque crack qui avait eu lieu, dans lequel en fait,
les travailleurs et travailleuses uberisés, même si le terme n'existait pas encore, se sont reconnus et donc s'appelaient les pêcheurs de crabes mutuellement. Le livre a commencé à être vendu, etc. Bref, mon point, c'est que le livre s'appelle pas le dieu de la mer ou quelque chose comme ça. Le livre s'appelle le bateau-usine. Et le fait qu'il s'appelle le bateau-usine, ça ancre immédiatement dans une réalité qui est une réalité sociale, une réalité du travail, ce qui était vraiment l'objectif de Kobayashi sur le traitement de ce sujet. Et c'est vraiment l'inverse d'utiliser le terme Léviathan, alors que le film aurait pu s'appeler Des pêcheurs sont couverts de viscères en grosse galère. Et là, on aurait peut-être plus compris que ce bateau s'intègre dans des logiques économiques, spécistes, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que en plus, malgré ça, c'est des anthropologues qui sont allés filmer. Donc a priori, des gens qui vont plutôt observer le réel et ce qui se passe. Du coup, je trouve ça fou, étonnant comme choix de titre. Moi, je pense que c'est clairement une volonté j'imagine ceux qui l'ont d'extraire mis, le film comme ça. Parce que d'ailleurs, dans cette Q&A, ils expliquent qu'ils avaient fait des séquences sur Terre, dans des ports et tout ça, et qu'ils les ont enlevés du film. Parce qu'ils se sont dit non, le film, c'est vraiment ce bateau-là. Et pas l'industrie de la pêche. Et ils voulaient absolument pas ouvrir à l'extérieur d'autres choses. Et il explique très bien. Oui, c'est pas un film sur la pêche, et surtout pas la pêche en tant qu'industrie. C'est vraiment un film sur cet instant-là. Ils sont très deleuziens, ils le disent aussi dans ce Q&A. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée, je vais faire un peu comme tout le monde, utiliser des termes de Deleuze que je comprends pas vraiment, mais il y a vraiment cette idée du devenir, de la territorialisation et de la déterritorialisation. Moi, je pense au travail dans le film, et cette idée du devenir Léviathan. Moi, c'est où l'homme au contact de l'acier du bateau devient un pêcheur, le bateau au contact de l'homme devient un bateau de pêche, et le poisson au contact du bateau de pêche et de l'homme devient un poisson pêché. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée constante de transformation et comme on disait, de la rencontre du mou et du dur, qui les deux vont se transformer. Parce que je pense que le bateau se transforme autant que l'homme se transforme dans ce film-là. Parce que sans pêcheur, c'est pas un bateau de pêche, c'est un bout de métal qui flotte à peine. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée chez eux, dans le fait de ne pas dire ce qu'ils veulent faire, de juste balancer les images et leur montage en disant c'est ça qu'on a voulu dire, on vous en dira pas beaucoup plus. Je pense que ce travail-là de qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on y trouve pas, je pense que c'est aussi ce qu'ils veulent faire, à mon avis. Parce qu'il y avait aussi cette idée, parce qu'on réfléchit pas mal à la question animaliste. On a fait un épisode aussi avec l'Observatoire du spécisme sur la sagesse de la pieuvre. Et en fait, moi je me suis dit, c'est là où je me suis dit que le film n'était pas du tout militant. C'est que c'est pas un film du tout antispéciste, malgré la souffrance des animaux qu'il montre, malgré l'industrialisation de la pêche. Pour moi, c'est pas un film qui subvertit la position des animaux par rapport aux hommes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que dans le film, les hommes ont une évolution, on va dire, au moins ils gagnent un petit peu en complexité au fil du film. Alors que les poissons, pas du tout. Les poissons, comme on disait au début, c'est ce filet informe qu'on sort de la mer et qu'on va étriper. Et il n'y a pas de volonté de subvertir l'ordre animaliste du monde. Il y a toujours d'un côté des humains qui tuent et de l'autre des poissons qui sont tués. Et j'ai pas l'impression que le film essaie de nous déplacer à cet endroit-là. Il nous montre la violence de ce processus-là, mais il n'essaye pas de le subvertir. Oui, ils sont traités comme objets par le dispositif du chalutier. Et pour le coup, la caméra adopte le dispositif du chalutier, quoi. Elle le montre sans le subvertir, comme tu dis. Donc ils sont effectivement traités comme objets dans le film aussi. Et le seul moment où la caméra se met à leur hauteur, c'est pour montrer à quel point ils sont malmenés et déjà morts, quoi. Ouais, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, ceux qui sont en morceaux se confondent. Oui, d'ailleurs, ça, c'était un sujet qu'on avait évoqué dans l'épisode avec l'Observatoire du spécisme. C'était notamment le fait de montrer des animaux morts, en fait, et à quel point c'était aussi potentiellement un geste spéciste, parce que je pense pas qu'il y aurait beaucoup de films qui montraient des têtes d'humains, comme on voit une tête de poisson, par exemple, bouger sur le pont. Oui, des gens se faire massacrer à la Ouais, machette pendant décapité 10 comme ça. minutes. Mais moi, j'aurais du mal à dire si le film est antispéciste ou spéciste.
En tout cas, il l'est pas dans un but militant, parce que par exemple, les réalisatrices n'ont pas produit de discours antispécistes qui accompagnaient leurs films et leurs images. Oui, même à l'inverse. Même plutôt l'inverse de ce que tu racontais. Mais je pense que les images peuvent porter certains affects qui ne sont pas forcément prévus ou contrôlés par les réalisatrices. Et je me demande si là, par exemple, le fait de voir des poissons se faire maltraiter, décapiter à la chaîne, être, comme on l'a dit, en fait, totalement objectifié, réduit à des objets et non plus à des animaux et à des êtres vivants, et ben, est-ce que ça viendrait pas, en fait, dénoncer, ou en tout cas, pas dénoncer du coup, mais observer, regarder, malgré les intentions des réalisatrices, le rapport que les humains ont par rapport aux animaux non humains, qui est un rapport hiérarchisé et de domination totale. Est-ce qu'un film ne peut pas porter finalement des choses malgré les intentions des réalisatrices ? Est-ce que les images n'auraient pas comment dire ça ? Est-ce que les images ne... J'ai pas le mot. Genre ne porteraient pas plus de trucs, mais c'est pas un bon mot, que ce qu'elles ont. Moi, ce que je dirais, c'est que si le film n'a pas d'ambition militante, c'est-à-dire que c'est pas du tout ça son objectif, il produit effectivement des images qui font voir des choses qui ont attrait à la pêche, et la pêche étant une domination de l'homme sur l'animal, le montre. Et moi, c'est ce que je trouve très intéressant avec cette esthétique, d'ailleurs, qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, qui est très spécifique, qui a une recherche. Oui, on pourrait tomber dans une espèce de piège esthétisant, mais en même temps, elle donne à voir quelque chose de l'ordre de la condition de la pêche, des pêcheurs, de la domination des pêcheurs, de la lutte des classes, et aussi, effectivement, de la domination des hommes sur les poissons. Donc, vu que le film fait voir ce genre de choses-là, même si le film n'a pas été fait dans cette trajectoire-là explicitement, c'est vrai que je pense qu'en tant que militant antispéciste, ou en tout cas sensible à cette cause-là, on peut le saisir dans le film, on peut le réutiliser pour des discours et dire, dans ce film, on a vu ça qui a trait à la pêche. Oui, en fait, ça dépend avec quelles lunettes tu regardes le film. Et en plus, ça demanderait quand même une discussion de qu'est-ce qu'on définirait comme un film anti-spé. Et par exemple, est-ce qu'un film peut être anti-spé, même si c'est pas la volonté des gens qui l'ont fait? Est-ce qu'un film ne pourrait être à moitié anti-spé s'il y a tout d'un coup des plans qui nous font voir des choses qui nous permettent de conscientiser ce rapport de domination? Enfin, c'est plein de questions ouvertes à définir ou pas. De toute évidence, de ce qu'en ont exprimé les auteurs, ce n'est pas l'objectif du film. Et ce n'est pas non plus l'effet qu'a le film, puisque, comme on le disait, montrer justement longuement cette violence et l'esthétiser, c'est encore nous désensibiliser par rapport aux poissons et à leurs conditions. Et c'est pour ça que je pense que ce film n'a pas eu d'effet antispéciste, disons, sur sa réalisatrice. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous, par exemple, vous avez utilisé des images de Léviathan que vous avez du coup sorties dans leur contexte pour les recontextualiser dans ce que vous racontiez. Donc, probablement que vous y avez vu aussi des choses qui vous ont parlé pour votre propre discours. Bien sûr. Mais déjà parce que ça faisait écho à des choses qu'on voyait dans des jeux. Ensuite parce que ça faisait écho à des choses qu'on racontait. Et pour le coup, nous, comme je l'ai dit déjà au début, mais comme on essayait d'aller de plus en plus profond dans les représentations qu'on faisait de la pêche, leur violence et l'ampleur qu'on leur donnait, là, un film qui en faisait quelque chose de métaphysique et de tellement violent que ça devient presque abstrait, parce qu'au lieu de voir des poissons entiers, vivants, on en voit des morceaux qui ne sont plus des poissons. Là, ça accompagnait très bien en fait ce mouvement-là. On arrivait un peu au maximum de comment on peut pousser une représentation, une pensée, jusqu'au moment où elle ne produit plus rien, elle ne peut plus avoir d'effet parce qu'elle s'est annulée elle-même, quoi. C'est pour ça qu'on a mis les extraits de ce film seulement à la fin. Ouais, qui correspondait au bas de l'iceberg où c'était vraiment la pêche était sortait d'elle-même. Oui, le Godzilla de Roland Emmerich, c'était mieux au début. Pardon, excuse-moi. Non, tout tranquille. Non, j'allais un peu faire l'aspect plus... Si on ancre ça dans la filmographie des deux réalisatrices, c'est intéressant comment formuler ça ? Cet aspect de désincarner ou de pousser la violence tellement en bout qu'elle en devient abstraite avec un de leurs films qu'on a vu avec Alexandre et qui est un des seuls films, je pense, qu'on n'a pas réussi à terminer, qui est Caniba. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Après que vous nous ayez envoyé le mail en parlant de Cannibal en particulier, en disant que vous ne l'aviez pas bien reçu, je n'ai pas pris le temps de le regarder, mais j'ai pris le temps de regarder de quoi ça parlait. Et je comprends du coup votre ressenti. Ouais, parce que c'était... Non, mais vraiment, c'était un ressenti pour le coup. Ce qui est assez marrant quand on parle du fait que c'est des images qui sont... qui sont poussées presque à leur abstraction, c'est que moi, j'ai eu un ressenti physique très très fort devant ce film, où vraiment j'avais envie de vomir, parce que donc ça parle d'un homme qui a été condamné pour cannibalisme, parce qu'il a mangé quelqu'un, et qui nous montre donc la bande dessinée qu'il a faite, en fait, de cette violence qu'il a produite. Oh, wow. Et c'est... C'est ça, il y a rien de violent dans le film. Si, c'est extrêmement violent, mais c'est un mec qui parle et qui te montre le livre qu'il a dessiné. Et là, on a arrêté le film, c'est qu'en fait, au milieu du film, il y a son frère qui est là tout le long. Et lui, il se scarifie, je sais pas comment on dit, il se fait du mal. Et il y a vraiment des plans où il se plante des couteaux dans le bras. Et là, on a fait bon. C'est marrant parce que, c'est marrant avec des gros guillemets, parce que toi, c'est là où ça a été trop pour toi. Moi, c'était le livre et les images qui étaient trop fortes pour moi. Mais bref, ce que je voulais dire plus, c'était à quel point c'est intéressant, sans savoir du tout et ni faire de procès d'intention aux réalisatrices, à quel point ça peut mener aussi à aller chercher ce genre de violence quand on est dans cette recherche-là, finalement, esthétique et cinématographique par rapport à la violence. D'ailleurs, depuis qu'elle a terminé ce film, la réalisatrice est devenue cannibale. Elle mange de plus en plus d'humains. Oui, elle a commencé. Ouais, pour le coup, moi j'avais pas été chercher beaucoup plus loin parce que donc j'ai vu le film, il m'avait vraiment intéressé pour les images qu'il produisait. Et ensuite, quand j'ai été me renseigner un peu sur les deux personnages qu'il avait réalisés, sur leur démarche, sur leur ancrage qui est c'est des artistes dont l'ancrage est un laboratoire d'anthropologie à Harvard, quoi. Donc très très intello, et c'est typiquement des gens qui vont citer Deleuze en interview. À ce moment-là, je me suis dit, gros, ça y est, et j'ai pas eu envie de voir d'autres films. Parce que justement, je trouvais que la démarche était tellement. Tu vois, c'est l'intellectualisme qui finit par s'annuler lui-même, tu vois, parce qu'on a trop peur d'avoir l'air intello, donc on va finir par dire que notre film ne raconte rien et qu'il n'a aucun effet politique. Parce que ça fait mauvais genre d'avoir un truc trop simple, quoi. Il faut pas que ce soit simple. Et ouais, moi, ça m'a semblé être une démarche qui était un peu dommage, quoi, un peu stérile. Et justement, je pense que l'art fait partie de nos vies et on doit laisser les œuvres, qu'on soit en train de les produire ou de les recevoir, avoir des effets sur nos vies et participer à des choses qui sont politiques ou qui sont simples ou qui sont pas seulement de l'ordre métaphysique et deleuzien. Et j'ai l'impression qu'ils essayaient eux-mêmes de réduire la portée de leur film en faisant une abstraction totale. Et ouais, ça m'a pas donné envie d'aller voir leur film Cannibal. Du coup, le fait d'intégrer Léviathan en montage, c'était aussi une façon de... Oui, on en faisait notre propre truc. Oui, c'est ça. Je me le réappropriais par le montage, parce que ce que moi j'avais apprécié du film était très différent de ce que des intentions du réalisateur et de la réalisatrice. Peut-être pour les défendre, moi je pense que c'est plutôt dans l'idée qu'ils veulent pas dire pourquoi ils l'ont fait aux gens pour que chacun puisse trouver ce qu'il veut dans le film. Ça avait l'air à peu près ça, mais reste vrai que c'est absolument pas militant et politique, ça je pense que voir ça la regarde et ils veulent pas en parler. Mais je pense que oui, un peu cette idée un peu encore une fois un peu deleuzien, qu'un film est un devenir et qu'au contact des gens qui le regarderont il aura ses effets et je suis un peu d'accord avec ça. Moi, le truc que moi je trouve où là le film est très grand, c'est quand même dans les images qu'il arrive à générer, dans le fait de, comme tu disais au début, de faire un documentaire qui ne correspond pas à la grande majorité de la production documentaire aujourd'hui, mais il arrive à faire des images qu'on appelle, encore une fois dans un terme deleuzien, haptique, qui est de chercher le toucher avec le regard, donc de créer un sens du toucher avec les yeux, et d'aller vraiment au contact comme ça de cette matière-là, de trouver des plans où les plans, effectivement, ne sont plus forts parce qu'ils représentent, mais par les sensations qu'ils vont nous offrir, notamment au contact du sang, de l'acier, de la sueur des gens qui bossent et tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans Cannibal, ça nous a aussi troublés, c'est qu'ils vont vraiment très 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 proche de la peau de ce gars-là. Il y a des très gros zooms, la zone de netteté, elle est très très petite, parce qu'il y a aussi rechercher ce contact avec cette personne-là qu'on n'a absolument pas envie d'approcher, mais que eux, ils nous forcent comme ça à rentrer
en empathie par le toucher. C'est un truc assez bizarre d'être aussi proche de cette personne-là. Mais pour le coup, moi je trouve que dans Léviathan, et puis même on pourrait dire dans Cannibal, le fait que ça ait créé un sentiment de rejet à ce point-là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais moi je trouve que dans Léviathan, je trouve que c'est vraiment très bien en fait. Ça m'a vraiment révolutionné d'une façon, quoi, qu'un film puisse proposer ce genre de truc-là. Justement, les premières 10 minutes dans le noir complet, c'est quand même quelque chose qu'on voit très très rarement au cinéma, et eux le font et ça fonctionne, et ça te crée des émotions. Et en fait, ils sont amis avec un réalisateur qui s'appelle Grandrieux, qui est français, et qui fait aussi des films comme ça. Alors j'en ai vu qu'un de lui qui s'appelle Un lac, où il y a beaucoup aussi de scènes dans le noir complet, où on distingue à peine les acteurs, avec un travail sur le son très très intéressant, et qui viennent aussi avec des scénarios soit inexistants, soit incompréhensibles, soit minimalistes, qui viennent aussi chercher des limites du cinéma. Et moi je trouve ça comme toujours intéressant quand des films font ça. C'est vrai que la fin de Léviathan, elle n'est pas tout à fait construite en miroir, mais disons qu'elle va aussi se terminer sur quasiment 10 minutes de plongée sous-marine où on voit les mouettes, et puis on voit l'écume, et puis ensuite on va voir de moins en moins de choses, et on refinit plongé dans l'eau froide et noire, et on se dit, est-ce que ça va finir ? Est-ce qu'on est pris au piège à tout jamais ? J'ai froid, j'ai faim, au secours. Et bon, finalement, le film s'arrête, et il y a un espèce de carton à la fin à la mémoire de tous les bateaux de pêche disparus. Parce que, alors je crois pas qu'on l'ait précisé dans notre conversation, mais le film a été tourné dans le port qui est évoqué au début de Moby Dick. Et donc il y a un espèce d'ancrage, on va dire, un ancrage sensible, quoi, à la fois sensible et, j'allais dire spirituel, non, mais du domaine de l'imaginaire littéraire en tout cas. Et il me semble qu'il y a aussi le nom des poissons dans le générique aussi. Après. Oui, tout à fait, il y a le nom des poissons dans le générique, ce que je trouve très cocasse. C'est la caution antispéciste du film. Les poissons sont au générique, donc ils ont la même place que les humains. C'est comme la caution sociale d'André Arnold quand elle met ce film et un film co-créé. Juste pour tracher André Arnold sans rapport. Il dit à ses propres lubies. J'ai mes batailles. Non, mais je voulais aller aussi dans ton sens pour aller quand même dans des aspects effectivement, on va dire, positifs du film. Quand tu parles du fait que ça produit des sensations qui transcendent finalement le voir, à distinguer, parce que c'est, en fait, il faut le dire, une recherche aujourd'hui qui existe aussi dans le cinéma mainstream et les blockbusters, notamment dans les salles, et qui essaie de... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de faire revenir les gens en salle, c'est de provoquer toujours plus de sensations, d'aller dans le toujours plus grand avec justement le 4D où tu vas ressentir les sièges qui bougent et tout. Et pour moi, ça, même si sur le papier, quand on dit les mots, ça pourrait être la même chose, c'est fait pas du tout de la même manière et ça crée pas du tout la même sensation, alors que dans un cas, c'est des sensations totalement factices et je trouve plutôt factices et plutôt vaines. Je trouve que là, il y a quelque chose de très intéressant d'en ramener cette idée-là dans un cinéma qui est beaucoup plus incarné, qui a beaucoup plus de substance. Et voilà, je voulais juste mentionner cette distinction parce que c'est quand même une problématique qu'on retrouve dans d'autres cinémas aussi. Je suis pas certain que je voudrais voir Léviathan en 4D. À titre personnel, j'ai été faire la Vienne Dynamique quand j'avais 9 ans au Futuroscope. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'une expérience Léviathan en 4D. Ça me va très bien comme ça. L'expérience olfactive de Léviathan. J'ai beaucoup apprécié Léviathan justement parce que ces images étaient vraiment incroyables et pour le coup très organiques et on avait le sentiment de pouvoir les toucher, quoi. Enfin, c'était des sensations de cinéma que j'avais jamais trouvées ailleurs. Mais ensuite j'en viens à me demander à la lumière par exemple du fait que ils sont allés chercher ces sensations ensuite de plus en plus loin jusqu'à arriver à faire un film sur le cannibalisme en se mettant à la place, quoi, du perso cannibale. Je me demande si cette recherche de sensations au final n'est pas limitée, que ce soit du côté blockbuster ou du côté intello, si elle nous mène pas à finalement une quête nihiliste et sans destination, quoi, qui va nous mener nulle part, quoi. Je me pose cette question en tant que quelqu'un qui a vraiment apprécié le film et qui se demande quels sont ses effets ensuite à long terme.
Bah, c'est vrai que dans Deo Manis Ouais, Corporis Fabrica, qui se passe dans les hôpitaux de Paris, il me semble que le film s'ouvre sur une discussion entre deux infirmiers ou médecins où ils parlent de leurs conditions de travail. Il y a un truc un peu comme ça. Et, et après, tu as 1h30 d'images médicales, basiquement. Donc t'as un peu on sent que dans une réalité qui est celle des hôpitaux de Paris et de la casse de l'hôpital public. Et après, on fait notre film. C'est un vieux souvenir, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais Non, j'allais dire, c'est bien que le film ne commence pas immédiatement dans une rate, comme Léviathan le fait. On commence immédiatement dans le filet à poisson. C'est vrai. Je pense que ce serait un peu trop intense. Moi, pour le coup, je suis moins impressionnée par les plongées dans le corps. Ça t'a plus dégoûté que moi, Alex. Non, mais je trouvais intéressant vraiment le questionnement de si on va au bout de cette question-là esthétique, est-ce qu'au final, qu'est-ce que ça produit et même quel danger ça produit. Je sais pas si c'est vraiment un danger, mais... Genre, est-ce que la destination finale de la recherche de sensations au cinéma, c'est pas le snuff, quoi? ah ouais, 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 je vois la trajectoire, effectivement. Ouais. Genre, C'est pourquoi vrai on va dans cette direction et qu'est-ce qu'on y recherche? Je pense que c'est une question à se poser, surtout quand on s'est pris vraiment au jeu et qu'on a pris plaisir à cette recherche. Jusqu'où elle va nous mener. Ouais, c'est un peu la question qui est posée par le Mondo aussi, donc les documentaires italiens qui montrent énormément de violence, notamment coloniale. Sous prétexte de documentaires sensationnalistes, on va montrer des massacres. Et c'est effectivement une limite esthétique. Je pense que c'est une question à se poser beaucoup avec l'art parce qu'il esthétise toujours. On en parle assez souvent, notamment avec les représentations de la guerre dans le jeu vidéo. Même quand un jeu vidéo va essayer de nous représenter la guerre en nous disant ouais c'est pas terrible quand même, on devrait pas trop massacrer des gens, au final il l'esthétise toujours, même contre son gré, et c'est une question que les artistes devraient se poser pour chaque sujet qu'ils représentent, quoi. En esthétisant ça, qu'est-ce que je raconte? oui, puis je trouve que c'est une question qui est vraiment aussi pertinente parce qu'elle permet aussi de rappeler que le cinéma n'est pas que la recherche de sensations. C'est quelque chose que moi j'entends beaucoup chez beaucoup de gens qui sont je vais au cinéma pour ressentir des trucs, pour pleurer, alors qu'en fait il y a énormément de possibilités d'utiliser les outils cinématographiques. On peut filmer pour regarder, en fait, juste quelque chose d'une autre manière que ce qu'on regarde d'habitude, sans diriger sa caméra dans l'idée de te faire ressentir absolument une émotion. Et de capter qu'en tout cas, un des écueils qui peut arriver dans la recherche absolue de sensations, c'est ce que vous avez mentionné. Ouais, c'est vrai que c'est un film qui est assez intéressant parce que moi je trouve que esthétiquement, je trouve que c'est un très grand film qui propose des choses formidables, même tout ce qu'on a détaillé d'un point de vue théorique sur la transformation de l'homme, du pêcheur au contact de l'acier, du mou qui rencontre le dur et tout ça, et que le film arrive à le montrer par sa forme, par ses gestes, par les mises en scène. Et d'ailleurs, cette scène qui se termine où on est dans l'eau, hors de l'eau, où la caméra filme presque plus. Elle a presque plus de sujet, son sujet c'est presque son changement d'état. Ouais. C'est le mouvement qui devient le sujet de la caméra, et ça c'est des choses esthétiquement que je trouve extraordinaires d'un point de vue esthétique, artistique. Et c'est vrai qu'après quand on creuse, où est-ce que ça nous emmène au-delà de la sensation qu'on a pu ressentir, effectivement, où est la limite de ce projet-là, et je trouve que c'est un film qui pose beaucoup cette question-là sans apporter de réponse non plus. Je saurais pas quoi dire. J'ai pas de réponse définitive, on va dire, en tout cas depuis Léviathan. Peut-être que depuis Cannibal, c'est effectivement le moment, ça va trop loin. Et peut-être qu'un des trucs qu'on pourrait mentionner sur ça aussi, c'est que... attends, j'avais une phrase super bien dans ma tête et elle a disparu. Oh non Ah oui, c'est que y a des images qui très clairement produisent une grande sensation, assez claire, peut-être de grandiose, et des images qui sont un petit peu plus troubles dans ce film et que moi je trouve presque plus intéressantes. Je pense à une scène que je vais citer, c'est le moment où on est de nouveau dans l'eau avec la caméra et qu'on se retrouve entouré d'étoiles de mer qui flottent. Et c'est vraiment très beau à voir toutes ces étoiles de mer, mais il y a un truc un peu trouble où je me rappelle, Alex, quand on regardait, t'as dit je pense pas qu'elles devraient être là, ces étoiles de mer. Oui. Et là, du coup, on est moins dans un espèce de grandiloquence, même si c'est beau, c'est presque plus calme parce qu'on est dans l'eau et que du coup c'est plus étouffé. Et en même temps, on reçoit avec un peu d'ambivalence cette image. Et là, je trouve que c'est déjà un peu plus intéressant peut-être, en termes de sensation, si on doit vraiment dire que ça produit une sensation, cette image. Pour refaire un parallèle avec la guerre, c'est toutes les images de missiles qui s'envolent en images vertes, qui sont
si tu les prends en dehors de tout contexte, peuvent être belles et puis en fait représentent l'horreur sur Terre, quoi. Ouais, bah, c'est les images de la guerre du Golfe qui ont été pas mal reprises justement dans les arts, hein, des films ou de jeux vidéo qui ont essayé de reprendre cette esthétique-là parce que elle a fonctionné. En tant que propagande, elle a vraiment fonctionné pour que le monde occidental trouve cette guerre cool, quoi. Enfin, C'est amusant parce que par ailleurs on est en train de travailler sur une petite conférence qu'on va donner au Forum des Images le 1er juillet prochain sur les rapports entre David Lynch et le jeu vidéo. Et parmi notre corpus, on parle de Dune, donc l'adaptation de Cryo du film de Lynch. Et dans l'introduction du jeu, il y a une longue cinématique qui est composée donc pour la version CD-ROM, à la fois d'extraits du film, d'illustrations et de mise en image gros pixels entre guillemets d'images de la guerre du Golfe, quoi, de missiles balancés pour les intégrer au film et au jeu et recréer du sens à partir de ces images, quoi. Mais du coup les esthétiser aussi. Ouais, des grandes questions de l'art que je pense qu'on ne pourra résoudre ici. c'est peut-être pas notre mission. Ouais. J'espère, en tout cas. Je ne le souhaite pas. Mais je sais pas, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur... Oui, est-ce qu'il y a des aspects que vous vouliez mentionner encore ? Non, on a dit pas mal de choses, hein, déjà. Moi, ça m'a fait réfléchir plus sur le film que quand j'y ai réfléchi, donc ça, je trouve ça positif. Tant mieux, c'est le but. C'est trop bien. Ah si, il y a un truc qui m'a beaucoup plu. En fait, mes images favorites du film, c'est celles des oiseaux. Qui sont, surtout dans un contexte marin, on s'imagine et on représente souvent les oiseaux comme un symbole de liberté et vraiment d'une vie naturelle et pure qui n'aurait aucun rapport avec notre frénésie sordide de la société moderne. Et en fait, là, on voit les oiseaux comme des rouages parmi d'autres de cette espèce de monstruosité à l'œuvre, et ils sont en panique complète et permanente pour essayer de grappiller des viscères. Ils sont complètement dans la dépendants flotte. du bateau de pêche. Ouais. Et vraiment, ils font partie de ce cauchemar au même titre que tout le monde. Et l'image est très belle des oiseaux, on dirait des anges qui descendent sur la terre, quoi, surtout quand on est influencé par le titre du film. Et en même temps, ces anges sont en train de se battre pour leur survie. Et il y a quelque chose d'assez terrible dans le film, c'est que toute représentation de quelque chose de vivant te rappelle que c'est quelque chose qui va mourir, quoi. Ouais. Et qui est dans un cycle de mort. Y compris les oiseaux qui sont censés être qui sont utilisés en art plutôt comme un symbole positif de vie. Voilà, ça m'a vraiment intéressé que le film se termine sur quelque chose d'aussi pessimiste, disons, en tant qu'image. Bah, le fait même qu'on les voit à l'envers depuis l'océan, Ouais. et comme si c'était finalement des oiseaux qui nageaient, parce qu'on les voit à travers, il y a cette espèce de filtre là de la surface de l'eau, et finalement les oiseaux deviennent poissons, et les poissons sont des oiseaux en devenir, etc. etc. Et on se retrouve dans cette espèce de grand tout qui est, tu le disais, cette espèce de... Oui, une interprétation de ce que peut être le Léviathan, quoi. Ouais, voilà, c'est une apocalypse parce que justement tout s'inverse, se mélange et devient illisible, et le monde s'auto-digère, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est là où le film est vraiment très grand, c'est dans cet aspect-là, où il imbrique tout l'un dans l'autre et tout devient au contact des autres. Et en fait, à la fois dans cette idée-là et dans cette idée que ça se passe par le contact, que ça passe par le toucher, et qu'il arrive à le mettre en scène. Et ça, je trouve qu'il est très très fort. Ouais. Je voulais faire une blague sur le fait qu'il était très grand et qu'il filmait très haut, mais j'ai pas réussi à la formuler dans ma tête. Alors je l'annonce. Imaginez-la. Du coup, je pense. Est-ce qu'on termine gentiment On peut terminer gentiment. Ça me paraît pas mal. En plus de terminer sur le plan de fin, Ah, c'est beau. on est plutôt bon. Et de terminer avec nos petites recos. Oui, vous avez proposé si vous avez des recos à faire en plus de votre conférence au Forum des Images. Je vais en profiter du coup, parce que je disais au début que j'aime beaucoup les documentaires qui, comme Léviathan, se passent de mots et essaient de trouver d'autres moyens, d'autres langages. Et celui qui m'a donné ce goût-là, c'est un documentaire qui nous a beaucoup parlé au lycée quand on l'a découvert, et qui est l'un de mes films préférés depuis, c'est Koyaanisqatsi,
Autant j'ai été moyennement convaincu par le reste de la trilogie, autant celui-ci, encore aujourd'hui, me plaît énormément. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est un documentaire tourné par des aliens sur une réalité qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas analyser en des termes intellectuels. Ils l'analysent seulement en des termes visuels, quoi. Et au niveau du pur ressenti. Et pour autant, c'est pas un film apolitique. Genre, je trouve que c'est un film qui arrive à être à la fois très subjectif, tout en sortant du regard humain auquel on est habitué, en nous mettant dans une position qu'on n'avait jamais expérimentée avant, et tout en étant concret et politique. Genre, c'est un film engagé, quoi, qui est un film écolo, on va dire. Qui d'ailleurs a fait beaucoup d'émules, qui étaient tous inférieurs à mon sens, qui étaient aussi en mode écolo, citoyen du monde, donnons-nous la main et Bernard Arnault arrêtera de nous voler tout notre argent. C'est quoi Baccarat, Baraka, Samsara, c'est Ron Frick qui est le producteur, c'est ça? C'est pas le producteur, c'est le chef de la photographie, directeur de la photographie sur Koenigsegg. Okay. Mais ouais, voilà, ce serait Marocco, Koenigsegg, toujours chouette. Parce qu'en plus, il y a 2 séries, il y a celle de Baraka Samsara, mais il y en a une aussi, c'est Powakatsi. Bah ça, justement, c'est la... Powakatsi et Nakoikatsi, c'est les 2 suites à Koenigsegg, c'est une trilogie par Godfrey Reggio, avec à chaque fois des producteurs différents, mais à chaque fois c'est des gros noms, genre c'est Coppola ou Soderbergh qui arrivent pour faire crari, ils financent le cinéma indépendant. Et Philippe Glass qui est à la soundtrack sur les 3. Et pour le coup, les 2, Powakatsi et Nakoikatsi, sont inférieurs au premier en tant que film, mais les soundtracks sont toujours chouettes. Ouais. Moi, si j'avais une reco, c'est une très bonne question, parce que j'y ai pas du tout pensé. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est de lire Liberté sur parole d'Octavio Paz, que je suis en train de lire en ce moment même, et que je trouve absolument magnifique. Il y a un travail des mots, alors bon, je le lis en traduction française, alors je sais pas quelle est la valeur de la traduction, mais pour le coup, la traduction que j'ai, qui est assez vieille, est assez magnifique. Il y a un travail des mots, d'utilisation de mots et de concepts très simples, et il y a beaucoup de verbes qui sont éludés, ce qui fait que ça va être juste parfois des accumulations de mots qui vont fabriquer des images très simples comme la neige, la lumière, et puis ou alors la pierre, la terre, etc. Et ça va composer des espèces d'images mentales que je trouve assez magnifiques. Il y a dans ce que j'ai lu, il y avait quelques poèmes un peu lyriques autour de la notion de l'amour, etc., qui souvent en poésie me font plaire. Et là, je trouvais ça assez magnifique. Voilà. Donc Octavio Paz, Liberté sur parole, ce serait Marocco. Je suis obligé de la faire parce que je l'ai eu, mais Octavia Paz Traveler. Voilà, c'est tout. Moi, ça va bien parler. Effectivement, l'amour en poésie, ça me gonfle rapidement, mais si on arrive à le traiter de manière un peu... je sais pas. Intéressante, c'est un mauvais mot, mais on voit ce que je veux dire. Je me creuse la tête un peu et je crois que j'ai pas lu ou vu ou écouté des trucs qui m'ont particulièrement parlé, donc peut-être je fais une... Hein? Ah ouais, sinon j'allais aller dans l'anti-reco. Genre, n'allez pas voir. Le Spielberg. Ouais. N'allez pas voir le dernier film de Spielberg. Non, mais peut-être... Bon, bah parfait. Parce que c'était vraiment 2 heures perdues. Non, mais vas-y, alors je recommande Jim Queen, effectivement. Moi, je suis allée voir le film d'animation de Jim Queen, qui, du coup... est complètement con, mais c'est très positif. C'est du coup, la prémisse, c'est qu'il y a un virus qui s'appelle l'hétérose qui est sorti et qui du coup rend hétéro les homosexuels. Oh non. C'est très drôle. Et en fait, le film est surtout, et c'est là moi je trouve qu'il est très bien et très con, un prétexte pour aller un peu visiter avec l'animation les différentes communautés homosexuelles, parce qu'en fait c'est pas du tout homogène, il n'existe pas la communauté homosexuelle. Et en fait, chaque endroit qu'ils vont visiter est vraiment un prétexte pour mettre en place un univers avec ses composantes propres qui génèrent des gags. Il y a beaucoup de gags vraiment très visuels, très dans les décors.
Et moi j'ai trouvé que c'était ultra plaisant à regarder et qu'au bout d'un moment, en fait, le scénario, on s'en fout un peu, c'est vraiment juste un prétexte pour faire ça. Et ça fait du bien, et c'est marrant. On dirait le scénar de Vice Versa. Ouais, mais alors c'est 100 fois mieux que vice-versa. Et peut-être dernier argument pour convaincre, c'est quand même la voix de Philippe Catherine qui fait la prostate à la fin. Et ça, Oh, waouh. si ça vous donne pas envie Un rôle de d'aller voir le composition. film. Philippe Catherine dans le rôle de la prostate, vous m'avez eu. Ouais, ça a l'air formidable. Hein, voilà, donc je recommande. Parfait. Moi, je pense que ce sera la première et dernière fois que je vais recommander du stand-up. Oh waouh, c'est vrai. Hein. Euh, T'aimes pas ça d'habitude. Parce que j'aime pas trop ça. Mais là, j'ai découvert un gars qui s'appelle Ruben Solo, qui a fait un show qui s'appelle Please Clap. J'ai vu son autre show qui s'appelle Crowdwork, que j'ai pas aimé, mais Please Clap, incroyable. Ça joue avec les règles du stand-up, avec tu sais plus qu'est-ce qui est improvisé, qu'est-ce qui n'est pas improvisé, qu'est-ce qui est écrit. Il arrive vraiment à jouer avec le public pour leur faire des choses où tu sais même pas si le public c'est des acteurs ou si c'est le vrai public. Franchement, et le rythme est vraiment très très bon. Ça dure que 45 minutes, mais il n'y a pas de minutes de trop et tu rigoles tout le temps. Il y a vraiment des. Voilà, si vous voulez vous marrer pendant 45 minutes, je pense que On aime bien rigoler c'est la dans chose à l'ensemble. faire. C'est bon pour la santé. Donc voilà. Là, il y a 2 stand-up que j'aime bien, c'est celui-là et Inside de Bob Burnham. Oui, On dit les termes. celui-là je l'ai vu. Trop bien. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était très chouette. Merci et beaucoup très pour intéressant l'invitation. de discuter. Merci à vous pour l'invitation, oui. On espère que ça va pas trop ressasser des souvenirs, des traumatismes de pêche. Non, ça va, justement, on est désensibilisé maintenant à la fois par Léviathan et par notre propre iceberg. C'était ma psychanalyse, cette vidéo, donc je suis arrivé au bout de moi-même. Plus rien ne peut m'arriver. Ah, je crois que les psychanalystes, ça se terminait jamais. C'était un peu ça le truc. Mais est-ce que vous avez une prochaine vidéo qui sera sortie quand ce podcast sortira? Mais on en aura une en juillet qui a été tournée la semaine dernière déjà et que je vais monter dans les semaines qui viennent. Mais ce sera bien 2 heures de fun, je pense, donc ça va prendre un petit moment à monter. Et surtout, ça parle de milliers de choses différentes. Donc j'ai dû télécharger des centaines et des centaines d'extraits de films et de jeux et d'images de bande dessinée, etc. Donc ça va être un montage un peu complexe comme l'iceberg. Ce qu'on peut dire, c'est que le jeu vidéo n'est pas au cœur Non. de cette vidéo. Ouais, pour la première fois, le sujet est vraiment cross-disciplinaire, interdisciplinaire. Il y a un peu de jeux vidéo dedans, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet. Ouais. Trop bien. On se réjouit de la voir et on encourage les gens à aller voir vos vidéos. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine, je suppose. À la prochaine. Salut. Ciao. Prenez soin de vous Ouais, et buvez bien. Et buvez de l'eau. Il faut. Oui, surtout.